Hop là, musique différente pour une fois. Bien le bonsoir. Voilà, j'ai bien fait aller d'aller chercher des bières moi, la petite discu JDR, ça bien évidemment. La bonne discu JDR du soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que toi, Chèche, tu vas bien. Je sais qu'on a discuté tout à l'heure, mais je te le redemande, hein, parce que y a un acting à avoir quand on fait du streaming, bien évidemment. Donc voilà. Ce soir, on va pas parler d'horreur, enfin, du moins, ça va pas être le sujet principal, hein, mais on va parler de JDR, hein. Voilà, on va présenter un petit peu des petits trucs, des idées de gameplay. Ça va être le moment en fait de porter à réflexion de nouvelles idées pour pouvoir avancer un petit peu sur tout ça. Et le cas échéant, si jamais, comme d'habitude, vous avez des questions vis-à-vis de ce que je dis ou vis-à-vis de vos propres projets, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à me ping directement sur le chat pour qu'on puisse traiter un petit peu tout ça. C'est pas que mon live, c'est aussi l'opportunité, c'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à mettre en place, l'opportunité de parler aussi des projets des autres. Est-ce que la musique, ça va? Genre le ratio entre ma musique et la musique et ma voix là, est-ce que c'est ok, tiers? Hop. Nickel pour moi. Bah écoute, si c'est nickel pour toi, ça devrait être nickel pour à peu près tout le monde, hein. C'est bien mixé. Hmm. D'ailleurs, Chèche, si jamais tu veux être tenu un petit peu au courant de ce qu'il y a vis-à-vis de la chaîne, les sorties des VOD et tout ça, je roule mon 18 feuilles pour me mettre dans l'ambiance. Si jamais j'ai un Discord, un serveur Discord, pour ça, tu l'as directement dans la description de la chaîne. Tu as un onglet où est-ce qu'il y a marqué Arcane Asylum. C'est le nom du Discord. Si jamais tu veux y venir, hein, libre à toi. Je vais voir ça, no prob. No prob. Baisser un petit peu, juste un petit peu le son, moi de mon côté. Voilà. Un petit peu plus sustainable, là. 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 J'ai fait un sondage pour faire venir des gens. Pour essayer de faire venir des gens. C'est un peu le problème de ce genre de live, hein. Si on n'a pas d'activité, c'est un peu triste. Hop là. Alors. On va discuter. On va se mettre en principal. Que je puisse montrer un petit peu ce qu'il y a. C'est le stream du boulot, quoi.
Project Canva, ouais. Tout ça. Nickel. Avec une belle vue sur ma galerie d'images de thumbnails fait pour la chaîne. On commence à avoir quand même quelques vues hein, sur la chaîne, c'est pas mal du tout. On a l'Internet Horror numéro 14 qui est juste là. Qui était sur la deuxième partie de l'iceberg de YouTube fait par Feldup. On a dépassé les 300 vues dessus, ce qui est très cool. On a une vidéo qui a été faite sur Friday Night Funkin', qui a dépassé les 200 ou 250, je crois aussi. Et une des premières vidéos de la chaîne aussi qui a réussi à atteindre les 100, donc c'est cool, ça commence à y avoir un petit peu de trucs, quoi. J'ai rejoint le Discord privé. Super, merci beaucoup. On avait discuté tout à l'heure, donc du coup, de No Upleft avec toi, Shesh. Tu verras qu'il y a dans les trucs, il y a une catégorie projet perso. Où est-ce qu'il y a les trois gros projets phares que je veux faire. Et donc du coup, tu as la section de No Upleft avec le document de game design si jamais tu veux t'y référer. Mais de toute manière, on va en parler directement là. On l'a juste ici. Hein. C'est 12 pages. Hein. Donc voilà. Bien évidemment, comme pour tous les autres lives, on sortira une VOD de tout ça. On a déjà 2 vidéos qui ont été postées, 2 vidéos de live créatif, hein, numéro 1 et numéro 2. Où est-ce qu'on a parlé respectivement des avancées, de l'évolution de la chaîne Twitch, et aussi des chaînes de VOD et tout ça. Et le deuxième, on l'a consacré à un des projets qui est Cries of Revolt, donc le Smash Like. Là, cette fois-ci, on va vraiment beaucoup plus se concentrer sur le jeu de rôle. On a déjà parlé la dernière fois de Smash Like. On va faire un petit point vis-à-vis de ça, pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a, un petit peu sur quoi on a avancé, sur quels seraient des projets aussi pour la chaîne hein, dans un futur plus ou moins proche. Et je vais essayer de voir si je peux pas faire une segmentation sur YouTube pour ça. Pas réussi pour le moment, mais... Et voilà, du coup. Je termine ma clope. Hein. Comme ça, je coupe pas ma parole. Dans l'ensemble, quand même, je suis dans une bonne période créative, là. J'arrive à avancer un petit peu, pas de manière continue, pas de manière non plus ultra régulière, mais ça avance. Donc c'est cool. Pourvu que ça dure. Parce que je sais que ça arrive par vague, donc... Là, je commence à avoir moins d'aspi, par exemple, pour Cries of Revolt, parce que j'ai cravaché un petit peu comme un abruti vis-à-vis de ça. Et
je commence vraiment à arriver sur une certaine fin de première phase hein, de réflexion. Ou est-ce qu'il y a encore, il y a encore des petits trucs, des petites touches de gameplay à voir et à coucher sur papier. Mais c'est des trucs qui sont un petit peu compliqués sur des personnages qui sont assez particuliers. Donc du coup, voilà. Bien. NHL, on va en parler, on va en parler soit incessamment sous peu, soit un petit peu plus tard dans la soirée. Ou alors, ouais, on va commencer par ça parce que ça va être le plus simple, le plus rapide, hein, entre guillemets. Ou est-ce que j'ai réexpliqué un petit peu ce que je t'ai déjà expliqué? À voir aussi si on peut peut-être rentrer un petit peu plus dans les détails. J'ai mon carnet qui est juste à côté là, donc... hop. Peut-être histoire de prendre des notes. Y a rien de structuré, hein. Je fais ça à l'impro, comme d'hab. De toute manière, il n'y a pas besoin de structurer quoi que ce soit, hein, si on sait où est-ce qu'on va. Du coup... Première partie, d'abord, le point que je voudrais aborder, c'est vis-à-vis donc du coup de la chaîne Twitch et la chaîne de VOD. J'ai fait très peu de live ces temps-ci parce que flemme, parce que plein de raisons, notamment le fait que j'ai mon PC qui déconne un petit peu au niveau des jeux, m'empêchant de faire des playthroughs, des trucs comme ça. C'est un peu dommage. Faut que je trouve une solution, toujours vis-à-vis de ça. Faut que je trouve la motivation de trouver une solution. Je m'attendais à ce que ça soit plus calme. Attends, on va changer de musique. On va voir si on n'a pas un truc qui est plus plus tranquille. Hein. En investigation, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce qui peut être pas mal hein? Backroom Musics. On va pas mettre du méga creepy quand même. Hein. Classical, non. Rest, peut-être. On va se mettre ça. La musique qui me hype de ouf. Ouais, mais il faut que ça soit... faut que ça soit cohérent. Il n'y a pas non plus énormément d'action, tu vois. Donc on va... C'est cool, mais... on va se calmer. On va prendre un ton un petit peu plus posé. Du coup, première partie. Un petit peu les idées vis-à-vis des évolutions, éventuellement peut-être des projets à mettre en place dans un futur plus ou moins proche vis-à-vis de la chaîne Twitch, notamment des interviews que j'aimerais bien faire. M'en fous, j'écoute du Dragon Force sous la touche. Donc, des interviews que j'aimerais bien faire vis-à-vis de streamers ou de youtubeurs, dont certains qui sont dans le channel, enfin dans le Discord privé, histoire de parler un petit peu de leurs évolutions et tout ça. Feldup au hasard, Feldup, le jour où est-ce que je réussis à l'interviewer, c'est que franchement j'aurais passé un cap. Non, on va parler de petits youtubeurs. On a Rapki par exemple qui est qui est sur le Discord.
qui est un YouTuber qui se focalise sur plusieurs domaines de l'horreur d'Internet, et qui a plus de 9000 abonnés aujourd'hui. Donc voilà, petit YouTuber, même si déjà quand même 9000 abonnés, on se rend pas compte, mais ça commence déjà à être une certaine communauté. Et je lui ai dit, faudra qu'on en discute. Il m'a envoyé des trucs vis-à-vis d'un ARG qu'il a et tout ça. Bonjour Valériane, merci Siderov pour tes 20 bits. Bienvenue. Bienvenue Andrew. Siderov qui a joué au JDR masterisé le soir d'Halloween par Scarecrowd. Voilà. On s'est tapé de bonnes barres. Ça va, bah ça va, écoute, hein, ça va bien. Et toi? Tranquille, ça va, très bien, très bien. On va pas, on va pas nécessairement faire ce soir un retour vis-à-vis du JDR d'Halloween, hein. Parce que le but, ça sera de le faire avec les gens qui ont participé, hein. S'y consacrer, je sais pas, une après-midi ou un soir quand personne n'a à faire un live ou quoi que ce soit. À voir si on en fait un, ça peut être intéressant peut-être de le poster, de le publier, histoire qu'un petit peu tout le monde puisse avoir des conseils, des avis sur ça. Donc du coup voilà, ce soir on va parler de JDR, on va pas parler de la séance qu'on a fait, mais on va parler de JDR dans son ensemble et de mes projets de JDR en particulier. Ça donnera un petit peu plus de ton et ça permettra d'apprendre un petit peu comment on construit du JDR de manière générale. Et là on va parler vraiment de création de JDR dans le sens où est-ce que on a pour objectif de les éditer, de les publier. Cela me permettra de m'informer un peu plus. Voilà. Ben, c'est parfait, hein, bienvenue. Donc, comme je disais avant toute chose, hein, on parle un petit peu de la chaîne, un petit peu de ce qu'on prévoit de faire par la suite dans éventuellement les mois à venir, hein. Il y a 2 choses que j'aimerais mettre en place sur la chaîne. Première chose, c'est des interviews de streamers, de youtubeurs, de créateurs, peu importe. Plus précisément, des interviews dans le cadre d'univers d'horreur. Par exemple, je viens de parler de Rapki. Rapki, qui est youtubeur, qui a un peu plus de 9000 abonnés. Qui est sur le Discord, d'ailleurs. C'est un énorme fan de Five Nights at Freddy's. Et donc, du coup, le principe, ça sera de discuter avec lui pour savoir un petit peu quels sont ses process créatifs, quelles sont ses inspirations, etc., etc. Et ensuite de faire quand même un gros point sur l'univers de FNAF et de parler un petit peu de tout ce qu'il y a dedans et autour. Hello, salut Newtech, bienvenue. Donc voilà, première chose, c'est faire ce genre d'interview. Et deuxième chose, c'est proposer des séances de JDR. À la manière que ce qu'a fait Scarecrowd. Alors, à voir si on le fait avec du Roll20, à voir si on le fait principalement en roleplay et limite on utilise des slides. J'avais pour idée par exemple d'utiliser trucs à la con, un PowerPoint, juste pour pouvoir avancer des scènes. On fait juste un petit jeu de cam, histoire qu'on ait un petit peu tout le monde, et puis après, voilà, on fait comme ça. Ou alors en utilisant des sites comme Figma, qu'on a utilisé avec ma guilde, avec Newtech notamment, qui est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, très bien comme outil pour pouvoir faire du JDR dans le cadre de JDR qui sont vraiment simples, où est-ce qu'il n'y a pas de système compliqué, j'entends. Parce que sinon, c'est peut-être un petit peu trop le bordel.
Donc voilà grosso modo. Pour un petit peu les idées qu'on pourra mettre en place par la suite sur la chaîne. Maintenant, vis-à-vis un petit peu des projets, on va passer un petit peu en revue ce sur quoi j'ai bossé récemment. On va parler de No Upleft, on va parler de Nova Genesis en deuxième partie. Petit point sur Cries of Revolt, ouais, j'ai quand même sacrément avancé sur les persos. Donc, petit récapitulatif vis-à-vis de tout ça, j'ai 3 gros projets, ce qui est beaucoup, mais bon. Moi, ça me fait kiffer de faire ça, donc c'est pas un souci. J'ai 3 gros projets. J'ai un projet de Smash-like, ou de Platform Fighter, hein, vous l'appelez comme vous voulez. J'ai un projet de JDR, style JDR contemporain horreur, qui s'appelle No Upleft, qui est inspiré de séries comme Silent Hill, Resident Evil et tout ça. Grosse série d'action horror, survival horror. Et j'ai un autre JDR qui est d'autant plus étendu, qui s'appelle Nova Genesis, qui est de base un heroic fantasy. Avec plein de trucs vis-à-vis de ça, on en discutera après. Donc voilà. Cries of Revolt, on en reparlera une autre fois, j'ai déjà fait un live vis-à-vis de tout ça. Moi je dirais Resident Evil direct. On va en discuter d'ailleurs, vous pouvez entendre la musique en fond. Les vrais reconnaîtront. Petite musique de la save room de Resident Evil 7. Pour mettre un petit peu le mood. Hop. Alors on va passer en revue donc du coup le système de NHL. J'ai fait un bon document de plus d'une dizaine de pages sur ça. Pour expliquer un petit peu les idées de gameplay que j'avais et tout, les trucs que j'aimerais bien mettre en place. Et comme ça, on va pouvoir parler un petit peu de comment on fait de la créa JDR. Créa JDR autant au niveau du système, ça va être vraiment quelque chose qui se rapporte à du game design. Et création d'univers lui-même, donc du lore, ce qu'on appelle le world building. Hop. Là. Ok. Du coup, on va lire ce que j'ai écrit et on va discuter un petit peu vis-à-vis de tout ça. Je vais rentrer, je vais essayer de rentrer quand même pas mal dans les détails. Il va y avoir pas mal de trucs à dire. Je vais rajouter des idées que j'ai pas notées ici. Donc voilà. Donc, ce premier JDR s'appelle No Upleft. C'est un JDR dont j'ai eu l'idée il y a vraiment pas longtemps. Ça date d'un peu après le début de cette année. Genre vraiment. Qui a pour principale inspiration des sagas d'action horror et survival horror tels que Resident Evil, Evil Within, Silent Hill, The Last of Us, et on peut en citer probablement d'autres. On pourrait citer du Dead Space, même si c'est pas dans de la science-fiction, mais c'est du contemporain, légèrement science-fiction, mais voilà. Le jeu nous place dans un univers contemporain empreint d'une petite touche de science-fiction, où les personnages se voient affronter des menaces biologiques sous fond de tensions géopolitiques et sociales. Donc, postulat vis-à-vis un petit peu de cet univers. La majorité des scénarios qui vont se jouer sur No Upleft sont dans un futur vraiment proche, ça se joue dans les années 2030.
Globalement, la majorité des scénarios, ça s'étale sur 4 ans à peu près, et éventuellement, par la suite, genre les scénarios de fin, de 2033 à 2036. C'est la période de No Uplift. C'est un JDR pour lequel je souhaite m'inspirer de beaucoup de choses passées, de beaucoup de choses qu'on vit actuellement, à voir si ça peut être politiquement correct ou non. Le cas échéant, on pourra changer un petit peu ça. Il y a un des scénarios, par exemple, que j'ai fait jouer à mon cousin quand il était en stage, qui se passait dans le Donbass, en Ukraine. Et où est-ce qu'il y a des références notamment à la guerre qui est actuellement en cours entre l'Ukraine et la Russie. Parce que, parce que je souhaite m'inspirer d'événements concrets, d'événements réels, pour avoir un background sur les scénarios. C'est pas dans le sens où est-ce que on met un quelconque jugement, on essaye de se mettre d'un côté ou de l'autre. Non, c'est vraiment juste. On a ça comme contexte. Et on part de ça. Enfin, d'une supposition à partir de ce contexte, puisque en gros, c'est plus ou moins 10 à 15 ans après la période actuelle. Mélangeant des éléments tirés des jeux vidéo type roguelike. Donc vous pensez roguelike, vous pensez à du Isaac, vous pensez à du Dead Cell, vous pensez à Vampire Survivors, les trucs comme ça, où est-ce que on a des embranchements de scénarios, des événements et des mobs par exemple qui sont placés de manière aléatoire. Et le fait qu'on a beaucoup ce principe un petit peu de die and retry. C'est risqué de te baser sur des événements actuels, mais ok. Oui, c'est risqué, mais c'est le postulat de base, et c'est pour ça que, chose que j'ai dit de prime d'abord, si jamais c'est trop chaud, sans aucun problème, je modifie le truc. Mais comme on a les scénarios qui vont se passer sur des points en particulier du monde, de la Terre, on va avoir des références à certaines choses. C'est ce qui est là de base. Après, sans aucun problème, on modifie les éléments scénaristiques. Après, si ça passe, je serai quand même très content, parce que bon. Donc, les jeux vidéo de type roguelike, les jeux de plateau, avec l'utilisation de cartes d'armes, de cartes bestiaires et l'utilisation de maps, qui vont permettre aux joueurs de se repérer, d'aller chercher des objets et tout ça. Et les escape games de table, dans le sens où est-ce que on va avoir des cartes ou je sais pas moi, un quelconque truc qui va être structuré à la même manière d'un escape game, donc présentation d'une salle avec des points d'intérêt, et où est-ce qu'il va falloir faire un petit peu de choix, savoir un petit peu où est-ce qu'il faut fouiller, bosser un petit peu sur sa réflexion et tout ça. CF, la série des Unlock, qui est une série assez populaire d'escape game de table. Je parle beaucoup et ma clope, elle s'éteint à chaque fois. C'est une dinguerie, ça. Donc, No Uplift se centre sur 3 choses en particulier, sur 3 aspects bien distincts. Faudrait que j'en fasse un de ces 4. Ouais. On a testé, je crois, 2 scénarios avec un pote à moi. Une fois quand j'étais retourné à Toulouse. Et c'était très très chouette. C'est le genre de truc que j'aimerais bien construire pour le JDR.
Donc on a un côté qui mélange le JDR pur hein, avec les fiches de perso, avec le bouquin de lore, le bouquin de règles et tout ça, et un côté très jeu de plateau, avec des utilisations de cartes. Pour plein de trucs. Des cartes, potentiellement des tokens, des jetons. J'aimerais bien avoir un petit peu ce style assez à cheval hein, entre le jeu de plateau et le JDR. Donc, trois aspects distincts. Le premier, c'est la recherche d'items et la résolution de problèmes et d'énigmes. Voilà, côté escape game, beaucoup de choses qui sont centrées sur la fouille, une grosse liste d'objets à récupérer dans le jeu, d'objets utilitaires, d'armes, d'objets de quête, etc., etc. Résolution d'énigmes, alors sans pour autant faire quelque chose qui soit capillotracté, dans le sens où est-ce que c'est pas non plus un jeu qui est centré principalement sur de l'enquête et sur de la résolution d'énigmes, mais qui souhaite quand même en intégrer certains codes. Deuxième point, on va avoir des combats avec un côté stratégie et gestion d'équipement, avec un fort focus sur les armes à feu, étant donné qu'on est dans un truc qui est principalement axé sur Resident Evil. Sur le système de Resident Evil. Donc, on va avoir un gros focus sur ça, et il y a une certaine profondeur de gameplay vis-à-vis des armes à feu, avec beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Mais qui vont être faits pour que ça soit quand même bien intuitif, et que ça soit pas trop lourd. Ça, on le verra quand on parlera du système de jeu. Troisième aspect, c'est la prise d'informations concernant le contexte des scénarios et l'identification des diverses menaces. Les menaces, donc les ennemis, les créatures qu'on affronte, sont créées à partir de certains pathogènes, parasites, virus, bactéries et tout ça, qui vont chacun, les pathogènes, constituer un scénario. Scénario qui va se passer dans une partie du monde. On a par exemple, si je vais enlever ça, mais hop. Projet Nova Genesis, pas Nova Genesis, je suis con moi. No Upleft. Pathogen Repartition. On a plein, donc ça c'est l'ensemble des scénarios qu'il y aura de base. Libre au MJ d'en créer d'autres, mais par exemple on a un scénario qui se passe en Europe de l'Est, avec un certain contexte, qui me sert un petit peu de placeholder pour commencer à réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qu'il va y avoir en termes d'histoire. Le type de pathogène, c'est un parasite, son nom et les effets qu'il fait. Et il va y avoir tout un bestiaire qui va être attribué à chaque fois. Donc là, on aura pour celui-là un bestiaire, pour celui-là un bestiaire, pour celui-là un bestiaire, etc., etc. Je viens de faire de la merde. Hein. Donc gros truc. Et c'est là où est-ce que ça sera important de récupérer des informations sur les créatures qu'on affronte, puisque ça pourra ensuite être réutilisé plus tard si jamais vous les réaffrontez, ou si vous vous trouvez dans un autre scénario. Il y aura un principe de transversalité, on en reparlera un petit peu plus loin. Avec un système un petit peu pour les gens qui connaissent Lobotomy Corporation. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir, c'est un roguelike d'horreur qui est disponible sur Steam et qui est très cool, même s'il est quand même pas mal long et pas mal difficile. Qui s'inspire librement de l'univers d'SCP. Donc des sortes d'anomalies qui sont confinées dans des cellules et avec lesquelles on va travailler.
et où est-ce qu'on récupère au fur et à mesure des informations. Pour savoir un petit peu comment faire pour optimiser le travail, pour éviter que nos unités se fassent buter, tout ça. Un petit peu le même principe. Donc là, on récupère des informations, on débloque des trucs au niveau des cartes pour avoir des conseils en termes de stratégie vis-à-vis de telle ou telle créature, savoir un petit peu, par exemple, quelles armes seraient efficaces contre elles, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire, etc., etc. Donc voilà, le tout étant de proposer diverses phases de jeu avec un certain encadrement, un gameplay simple à assimiler, une forte rejouabilité. C'est le principe. On va avoir donc du coup un grand nombre de campagnes. Chaque campagne est divisée en niveaux, grosso modo. Après ça, c'est si on fait les campagnes en elles-mêmes, hein, mais il y a la possibilité aussi de faire ses propres campagnes, de créer son truc comme on veut. De toute manière, c'est le cas dans tous les JDR, hein, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre les règles qui vous sont fournies et les scénarios qui vous sont fournis. Vous pouvez aussi faire votre propre tambouille, tant que tout le monde s'éclate, c'est le principal. On va parler de la création de personnages, et là, on va discuter un petit peu plus de comment, d'un des gros aspects de la création de JDR. Comment on place son système, quelles sont les principales caractéristiques qu'on va avoir, les principales informations qu'on va avoir vis-à-vis d'un personnage. Et c'est à partir de là qu'on commence à dessiner un petit peu le gameplay du jeu. De base dans NHL, vos personnages seront un minimum au courant de ce qu'il se passe dans le monde et sauront un minimum se défendre en cas de menace. Donc, de base, dans No Upleft, les personnages que vous jouez sont un minimum combattants. Ils peuvent utiliser des armes, ils peuvent se battre au corps à corps éventuellement, etc. etc. Ils ont par exemple des petites connaissances en médecine, ils ont un bagage. Vous n'allez pas jouer Jean-Luc le péon du coin de la rue qui a jamais vu un zombie de sa vie. Non, c'est vous jouez des personnes qui sont sur ça. Tu nous as pas parlé du setting de l'univers. Le monde est en guerre. Le monde n'est pas en guerre, mais disons en fait que le postulat de base serait le suivant, et ça va de nouveau rejoindre un petit peu les sujets un petit peu tendancieux qu'on pourra traiter ou pas. Le scénario de base, enfin les origines, le lore de base de No Upleft, c'est que à la suite de la pandémie de Covid-19, qui s'est terminée dans ce jeu en 2022, suite à toutes les exactions qui ont été faites au niveau de la gestion de la pandémie, du fait que ça a quand même fait couler pas mal d'économies, ça a eu un effet négatif sur pas mal de populations, avec des morts en pagaille, avec une sorte de méfiance vis-à-vis de plusieurs gouvernements. Les Nations Unies, et en particulier l'OMS, a décidé de mettre en place un nouveau plan de prévention de futures épidémies, avec la création d'un consortium et la création d'un réseau de laboratoires qui s'appelle les laboratoires Epsilon Pharma. Un petit peu l'équivalent d'un Umbrella dans cet univers. Mais pas Umbrella, le Umbrella comme on connaît, où est-ce que en fait c'est une boîte qui se fait beaucoup de fric en vendant ses virus sous forme d'armes biologiques, et qui fait des expérimentations abominables. Non, là c'est vraiment le truc qui est fait pour pouvoir mettre un énorme boost dans la recherche en matière de biologie, de virologie. Sauf que ça se passe bien évidemment
pas comme prévu, parce qu'il y a des personnes au sein d'Epsilon Pharma qui vont récupérer certains sujets de test pour pouvoir les revendre à des groupes extrémistes ou à certains gouvernements et déclencher par exemple des attaques bioterroristes ou des trucs comme ça. C'est un des types de trucs qu'il y a. Et donc du coup, la période dans laquelle on joue est une période où est-ce qu'on va commencer à avoir des émergences de ce type d'événements, avec des virus qui sont, enfin, des parasites qui sont génétiquement modifiés par l'homme et qui vont causer progressivement beaucoup de soucis. C'est le postulat de base. Il y a encore beaucoup de choses à dire dessus et beaucoup de choses sur lesquelles il faut que je réfléchisse. Mais voilà le truc. On n'est pas dans un monde en guerre, mais on est dans un monde où est-ce que si on laisse les choses se faire, ça risque de très très mal tourner. Et c'est pour ça aussi qu'on a le fait d'avoir une évolution sur 4 ans. Voilà, du coup, j'espère que ça a répondu à ta question. C'est encore pas très bien statué, mais ça serait un petit peu le postulat de base. Gros focus sur la recherche bactériologique, la recherche virologique et un petit peu les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients de ce genre d'initiative et les intérêts sous-jacents de certaines personnes ou certains groupes de personnes vis-à-vis de ça. Concrètement, hein, la problématique aujourd'hui de la recherche scientifique dans son ensemble et de ses détournements. De manière beaucoup plus alarmiste dans cet univers. Ce qui donne lieu, même si on n'a pas des guerres, mais ce qui donne lieu à des guerres juste entre quelques nations ou au moins à des tensions entre certains gouvernements. On a par exemple, si je fais un inventaire, on a grosso modo, en termes de scénario, on va avoir 7 régions du monde qui vont représenter en gros plus ou moins les continents. On va avoir Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Océanie. Et dans chacune de ces régions, on a 4 scénarios qui sont disponibles. Si je prends la région de l'Europe, les 4 scénarios, ça va être scénario Europe de l'Est, scénario Europe du Sud, scénario Europe de l'Ouest et scénario Europe du Nord. Scénario en Europe de l'Est, c'est il y a un convoi qui est programmé pour être acheminé d'une certaine ville à une autre, convoi qui contient un élément pour pouvoir créer un antidote à une épidémie qui s'est déclenchée il y a pas longtemps. Et au moment où est-ce que les personnages vont pour amener le convoi, ils se font stopper par des personnes, ils se font voler leur cargaison et ils se font enlever. Et ils se retrouvent dans un endroit qui est isolé et coupé du monde, qui est un petit peu la zone d'influence, le repère des antagonistes, qui ont pour objectif ensuite d'utiliser la substance, non pas pour créer un antidote, mais pour pouvoir renforcer d'autant plus le virus qui est utilisé. Enfin, le virus, en l'occurrence, c'est un parasite.
Scénario Europe du Sud. On a des cas d'épidémies qui sont déclenchées sur plusieurs plages au niveau de la mer Méditerranée et qui inclut l'utilisation de ferries d'une compagnie, d'une certaine compagnie nautique, d'une compagnie de tourisme nautique. On a le scénario de l'Europe de l'Ouest qui fait intervenir un groupe extrémiste qui a mis la main sur une arme biologique, qui a la possibilité de convertir, on va dire, un petit peu les gens, de manière à étendre leur influence et avec des projets un petit peu de domination. Et on a le scénario Europe du Nord, où est-ce que c'est pas une attaque bioterroriste, c'est pas un groupe extrémiste qui est en cause, mais il y a un pathogène qui s'est échappé d'un endroit et qui fout le gros bordel. Et il faut essayer de trouver l'origine, savoir un petit peu d'où ça vient. Voilà en gros les 4 premiers scénarios de No Hope Left. On va avoir des contextes divers et variés. Je regarde juste un petit peu mes notifs sur Discord. Hop. Hop. Où est-ce que j'ai mon portable? J'ai mon portable là. Se fait arrêter par la police, c'est quoi? J'ai pas compris. Donc on en revient à la création de personnages maintenant qu'on a fait un petit peu ce petit aparté vis-à-vis un petit peu du setting. Donc voilà, de base dans NHL, les personnages sont un minimum aptes à se battre, etc., etc. Libre cependant à tout MJ qui le souhaite de ne pas partir de ce postulat et de faire en sorte de n'avoir que peu ou pas de personnages combattants. Si vous voulez faire en sorte de downgrade les personnages de manière à ce que ça soit des civils, des monsieur tout le monde, libre à vous. Mais de base, le jeu est prévu pour avoir ce côté... on joue quand même des persos qui sont parés à l'éventualité. La création du personnage peut être maîtrisée de A à Z ou définie par de l'aléatoire. Ça, c'est quelque chose qui est important à noter dans la création de JDR. C'est la majorité des JDR que vous allez faire, que vous avez en commerce, ont un système de création de personnages, ont un système de règles qu'il faut assimiler déjà en tant que MJ et ensuite en tant que joueur. Ce qui est quand même une tâche assez longue et assez ardue en fonction du JDR. Et ce qui fait que typiquement, il y a certaines fois, vous pouvez passer beaucoup de temps à créer votre personnage. Il y a eu des fois où est-ce que par exemple... Je parle par exemple de Anima qui est un Heroic Fantasy et de Pathfinder qui est un dérivé de Donjons et Dragons. On a mis à chaque fois 4 heures pour créer nos personnages. Pour contrer ça, chose qu'on peut proposer, c'est que
on peut créer des personnages simplement en définissant les caractéristiques par le biais de l'aléatoire, pour faire en sorte que on passe pas énormément de temps, et pour avoir un petit peu ce côté setting rapide, et comme ça on peut jouer rapidement. Le temps d'expliquer un petit peu les règles et tout ça, ça ira. C'est un petit peu une sorte de... comment dire, de problème qu'on a vis-à-vis du JDR, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui moins, mais il y a encore quelques années en arrière, les systèmes de création rapide n'existaient pas énormément. On n'avait pas forcément des JDR qui étaient faits avec un système qui était facilement assimilable. Be right back, pas de problème. Et donc ça devenait excessivement long pour pouvoir faire enfin sa partie. Et au point où est-ce que des fois t'as même plus envie de jouer, tellement tu prends de temps juste à créer ton perso et à rentrer dans les détails et tout ça. À la base, que ce soit sur ce JDR ou sur Nova Genesis, même moi, je partais du postulat que je voulais rajouter plein de mécaniques, je voulais avoir un truc qui soit ultra complet et tout ça. Mais plus on rajoute des paramètres, plus on rajoute de choses, plus on va complexifier le système, plus les règles vont être difficiles à assimiler, et moins la création de perso va être vraiment évidente au tout début. Surtout pour des joueurs qui sont novices. C'est le problème parce que le JDR est resté pendant très longtemps, il est encore un petit peu aujourd'hui, mais moins, mais c'est resté pendant très longtemps un média de niche, très peu populaire, et donc du coup, y avait que vraiment les personnes qui avaient une énorme passion dedans, qui l'avaient découvert par hasard ou quelque chose comme ça, qui est resté. C'est pour ça qu'on a continué à avoir pendant très longtemps des systèmes qui pouvaient être énormément compliqués, avec des bouquins de règles qui sont gros comme ça. Là, le principe, ça sera de favoriser, d'avoir la possibilité d'avoir une création de personnage qui soit maîtrisée, mais avec des règles qui sont relativement simples, avec un système qui est relativement simple, même s'il peut y avoir un petit peu de profondeur, notamment sur les armes à feu, comme j'ai dit au début, et d'avoir ce côté, le côté création aléatoire. On va en parler juste après. On aura aussi la possibilité de sélectionner des personnages déjà créés, ou au moins de faire un choix sur une liste d'archétypes. Je dis par exemple, je vous sors une liste, vous avez un biologiste, vous avez un militaire, vous avez un policier, vous avez une enseignante, quelque chose comme ça. Vous choisissez lequel vous voulez, vous récupérez ses stats, vous avez juste qu'à mettre son nom, son prénom, sa nationalité, âge, sexe, tout ce que vous voulez, les informations de base, et c'est bon, on joue. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Donc voilà. Conseil vis-à-vis de tout ça, si jamais le JDR est quelque chose qui vous passionne, admettons, vous en avez déjà fait un petit peu en tant que joueur, admettons que vous avez déjà un petit peu masterisé et tout ça, et que vous vous dites, putain, j'aimerais bien créer mon propre univers, j'aimerais bien créer mon propre JDR, mes propres règles et tout ça. Faut voir ce que vous voulez mettre en place. Quelle est la difficulté? Réfléchir à son équilibrage, chose qu'on peut faire que par des tests. Et si vous créez un premier JDR, il faut jamais aller dans du compliqué. Faut plutôt essayer de voir petit, comme quand vous faites un film ou un jeu vidéo. Vous n'allez pas faire du jour au lendemain un film de Michael Bay, par exemple. Vous n'allez pas faire du jour au lendemain le prochain Assassin's Creed. Faut commencer petit pour ensuite, éventuellement, essayer de se faire de l'expérience et essayer de voir un petit peu plus loin. Et c'est quelque chose qui est, bien évidemment, ultra chaud à faire. Là, on parle principalement de game design vis-à-vis de ça.
On va parler un petit peu, donc, de comment est construite la fiche de personnage. Tout d'abord, les informations principales sur les fiches de personnage de vos JDR, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'il y a quasiment tout le temps. Hein. Vous avez un encadré qui est généralement au début de votre fiche, où est-ce que vous avez globalement le prénom de votre personnage, son âge, éventuellement son sexe, son métier, orientation religieuse, nationalité, date de naissance, plein d'autres trucs. Qui permet un petit peu d'identifier, de donner un petit peu une base de roleplay, on va dire. Dans le cadre de No Uplift, on va avoir le nom, le prénom, le sexe, l'âge, date de naissance, lieu ou pays de naissance, nationalité, poids, taille, et je pense aussi groupe sanguin, parce que c'est assez raccord avec l'univers, donc je pense que je le rajouterai dans cet encadré. Dans le cadre des scénarios proposés, la nationalité aura une importance et justifiera la présence du personnage conjointe à son statut, puisque comme je l'ai dit, on a quand même un assez gros fond social et géopolitique. Donc, la nationalité est importante dans le cadre de ce JDR. Et elle est importante aussi dans le cadre de Noval Genesis, mais c'est parce que j'aime beaucoup jouer avec la géographie et tout ça. L'ensemble de ces informations pourront être librement décidées par le joueur ou sélectionnées par le maître de jeu. Pareil, hein, on revient au fait de choisir des archétypes ou de tirer un petit peu les trucs au sort. Voilà. Deuxième chose, point qu'on a dans pas mal de JDR qui a un petit peu l'équivalent du hobby ou du métier, de l'onglet hobby ou métier, c'est le statut. Il y aura fort probablement un statut attribué à votre personnage comme une sorte de deuxième ligne d'information permettant de savoir ses fonctions. Pour le moment, il y a 4 statuts qui permettent de savoir un petit peu à quelle échelle dans la société le personnage est. On a civil, policier, militaire et gouvernemental. Pour le moment, à voir si on ajoute d'autres. Le fait d'être, par exemple, policier, militaire ou gouvernemental va vous donner accès à certains types d'informations. Le fait d'être civil va donner accès à certains types de relations, etc., etc. Chacun de ces statuts donneront ou non des permissions à votre personnage, des connaissances sur le monde qui l'entoure, et une base pour détailler leur background, ainsi que des contacts, par exemple, des choses qu'on notera un petit peu au dos de la fiche. On y ajoutera un métier, ainsi que potentiellement une dénomination secondaire pour savoir comment il est perçu. Est-ce qu'il est toujours en fonction ? Parce que vous pouvez jouer un ex-militaire, un militaire qui est parti à la retraite, ou un militaire qui est encore en fonction. Il n'empêche pas que de base, son background est un background militaire. Donc il aura pas mal de permissions et de contacts du domaine militaire. Est-ce qu'il a abandonné son poste ou est-ce qu'il s'est fait virer ? Est-ce qu'il s'est fait radier ? Est-ce qu'il est suivi ? Est-ce qu'il est hors la loi ? On pourra penser à des choses comme ça. Pour le moment, c'est un point qui n'est pas énormément détaillé. Ces statuts affineront aussi des choix de compétences et d'atouts pour le personnage. Ça, c'est autre chose qu'on a. Donc, le statut, le métier, l'hobby. Ça peut faire aussi un petit peu office de classe. Dans le sens où est-ce que, dans beaucoup de JDR, vous allez avoir une sélection de classes ou d'archétypes. Le voleur, le barbare, l'archer, le maître d'armes et tout ça. Et dans beaucoup de JDR, vous allez avoir des répartitions de points qui vont être différentes en fonction de l'archétype que vous choisissez, des accès à certaines techniques, à certains sorts, à certaines armes, et des compétences que vous allez pouvoir avoir pour votre personnage. Ça va être un petit peu le même principe ici. Donc voilà. Troisième gros point, les caractéristiques. Le truc
le plus important pour jouer à un JDR, parce que c'est ce qui permet de faire les lancers de dés, que ce soit en combat ou en hors combat. C'est les caractéristiques. C'est ce que nous avons eu dans le cadre du JDR d'Halloween, où est-ce qu'on avait force, esprit, courage, agilité, etc., etc. Donc les attitudes des personnages permettent de savoir un petit peu, en gros, comment il est sur différents aspects. On en a 8 dans nos uplifts. On a la force, qui détermine la puissance physique du personnage. La précision, qui détermine son adresse, que ce soit pour tirer avec une arme à distance ou pour des opérations minutieuses. Un chirurgien, par exemple, aura besoin de beaucoup de précision. Parce que c'est son métier, littéralement. Il faut être ultra minutieux, il faut être ultra précis dans son opération. La rapidité détermine la vitesse et la souplesse du personnage, équivalent de l'agilité. Là, ici, on l'appelle rapidité. La résistance, qui est sa capacité à pouvoir encaisser des coups, à pouvoir serrer les dents lorsqu'il prend un coup, lorsqu'il se fait couper le doigt, tout ce que vous voulez. Observation, capacité du personnage à pouvoir analyser son environnement, mettre à l'épreuve ses sens, ou encore chercher des objets dans une pièce. C'est aussi l'équivalent de la perception. Social, le charisme, la prestance, ou encore l'élocution de votre personnage, sa capacité à communiquer avec autrui. Alors, ça aussi, c'est un autre point de... on va dire un petit point de débat. Parce que, moi, à la base, par exemple, pour Nova Genesis et pour No Uplift, à la base, je voulais pas mettre de caractéristiques sociales. Dans certains JDR, vous avez des caractéristiques sociales, charisme et des trucs comme ça, qui déterminent la prestance, l'élocution, le sex appeal, par exemple, de votre personnage. Et à la base, je me suis dit, ouais, mais mettre du social, en fait, le social, c'est le fait de communiquer avec autrui. Et communiquer avec autrui, on le fait par le biais du roleplay. Mais si on part de ce postulat, on rend le jeu beaucoup moins accessible pour les néophytes. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'incarner leur personnage. De les jouer. C'est un petit peu la règle de base du roleplay dans le JDR et même sur un quelconque support virtuel. C'est un JDR, c'est comme du théâtre, sans scène et à l'improviste. Dans la manière d'incarner un personnage. Mais quand on n'est pas habitué à ça, quand on est tout nouveau sur ce système, c'est bien quand même d'avoir une caractéristique de social pour pouvoir déterminer de manière arbitraire comment le personnage communique. On a le savoir, expérience, sagesse, culture générale, le bagage théorique et pratique du personnage qui va être en lien avec ses compétences. On y reviendra un petit peu après. Et sa volonté, qui est la capacité du personnage à pouvoir surmonter ou encaisser des événements traumatisants sur le plan psychologique. Et là, on a un petit peu de tout. On a... je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir... pour pouvoir couvrir un petit peu toutes les situations. Voilà du coup, donc, les 8 caractéristiques qui seront notées sur la fiche. Et les caractéristiques, comme on fait des lancers 2D dessus, sont des caractéristiques qui vont être chiffrées. Là, en l'occurrence, dans le cadre du JDR d'Halloween, donc le JDR slasher années 80-90,
On a utilisé un système avec un descend. Grosso modo, un descend. Je sais pas si je les ai là. J'ai que le D10. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, le descend, c'est 2 dés à 10 faces. Un qui est noté avec des unités et l'autre qui est noté avec les dizaines. Donc, qui permet d'obtenir un chiffre de 1 à 100. Et dans le JDR Slashers, dans le JDR type Slasher, on faisait donc des G2D descend, où est-ce qu'il fallait faire égal ou moins de sa caractéristique. Par exemple, la personne qui avait 70 sur 100 en agilité devait lancer son descend et faire du coup 70 ou moins pour réussir son action. Au-delà, c'était un échec. Même principe dans No Uplift, sauf que là, c'est un des 10, tout simplement. Donc les caractéristiques sont chiffrées de 1 à 10. Et il faut faire la valeur de sa caractéristique ou moins pour pouvoir réussir une action. Tout simplement. De base, toutes ces caractéristiques sont chiffrées de 3 à 7. Alors j'ai dit de 1 à 10 sur le dé, mais en réalité, sur la fiche, vous ne pourrez pas dépasser de base la valeur de 7 au niveau de la création de personnage. Il est impossible d'avoir moins de 3 aussi, donc moins de 3 ou plus de 7. Seules des affections, des équipements, des traumatismes et autres modificateurs pourront faire varier cette valeur. Donc, au minimum, votre personnage va avoir 3 dans une caractéristique, au maximum, il aura 7. Et avec des bonus ou des malus, il pourra augmenter jusqu'à 10. Mais 10, c'est une réussite automatique, donc jusqu'à 9. Ou descendre jusqu'à 1. Voilà. Pour une création rapide, voici un exemple de système. Bon, ça, on va pas le détailler, hein, c'est du... on s'en fout un peu, c'est juste un système de répartition de points. Le système de dés est simple, pour un jet de caractéristique, vous devez lancer un dé 10 et faire égal ou inférieur à la valeur de votre caractéristique. Sur 1, le test est une réussite critique. Donc 1 est une réussite critique et 10 est un échec critique. Ce qu'on avait dans le cadre du JDR Slasher, où est-ce que je crois de base c'était de 1 à 5 ou de 1 à 6 réussite critique et 95 à 100 c'était échec critique. Si vous ne souhaitez pas passer par de l'aléatoire pour définir vos caractéristiques, vous pouvez le faire de la manière suivante. Alors, donc du coup, j'ai deux systèmes. J'ai un système où est-ce qu'on va utiliser de l'aléatoire pour définir les caractéristiques, et un système où est-ce que vous partiez avec 16 points. Toutes vos caractéristiques sont à 3 de base, et vous répartissez ces points, les 16 points, sur toutes vos caractéristiques, en sachant que vous ne pouvez pas aller au-delà de 7 sur une même caractéristique. Voilà grosso modo. Jusque-là, est-ce que ça va? J'entends pas, je vois pas beaucoup le chat. J'espère que je vous ai pas paumé. Ben, je viens de revenir. Oui, mais je parle pour les autres, notamment. Je savais que tu revenais, toi, de ton côté. Ah, mais du coup... Du coup, est-ce qu'il faut que je réexplique le système de carac et tout ça? J'ai pas suivi.
Non, t'inquiète, ok. Ok, ok. Continue ta leçon, j'écoute. Très bien. Vos caractéristiques définissent d'autres statistiques qui seront notamment utilisées pour les affrontements. On parlera de ça plus tard. Quatrième point, donc du coup les compétences. Autre truc, autre chose qu'on a sur la quasi-totalité des JDR, c'est des compétences. En plus de ces caractéristiques, votre personnage aura droit à des compétences qu'il pourra utiliser à certains moments. Ces dernières constituent purement des ensembles de connaissances et de savoir-faire qui pourront l'aider à glaner des informations et octroyer divers bonus. Le nombre et la qualité de ces dernières seront définis par votre valeur de savoir. Ça à voir un petit peu comment je le mets en place. Là pour le moment c'est pas d'actualité, j'y réfléchirai plus tard. L'utilisation des compétences ne se fait pas de la même manière que les caractéristiques. Au lieu de faire un jet de sauvegarde où le personnage doit faire moins ou égal à la valeur de sa compétence, là, on a un test de difficulté. Donc, le MJ dit une valeur, admettons par exemple 8, ben, il faut, avec son jet de compétence ou ses jets de compétences, réussir à dépasser 8. Voilà. Dans certaines situations, il y aura une idée de progression. Il sera possible de faire autant de jets que nécessaire, qui s'ajouteront jusqu'à ce que la valeur soit atteinte, moyennant plus de temps. Donc là, c'est pas parce que vous foirez un jet de compétences dans ce JDR que c'est foutu. Ou que vous devez attendre 36 000 ans avant de refaire un jet de dés. Non, vous allez pouvoir lancer des dés à l'appel, en continu, mais ça va être... c'est mieux ce genre de système, des variables d'échec. Ouais. Alors, variable d'échec, c'est pas nécessairement variable d'échec, mais c'est plus jusqu'à où tu auras pu accomplir ta tâche ou récupérer des informations. Et dans certains cas, oui, c'est si t'as pas réussi à faire tout ce qu'il fallait, dans certains cas, ça se conclura par un échec. C'est ce que je dis ensuite. Dans certaines situations, un personnage ayant peu ou pas de connaissances dans un domaine en particulier pourra néanmoins s'essayer à une compétence. Cela lui demandera néanmoins plus de temps et de rigueur, ainsi que la condition de trouver des sources d'informations au préalable. Exemple. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en pharmacologie, s'il souhaite soigner un poison, devra d'abord prendre son temps pour récupérer des informations afin d'éviter le plus possible d'échouer. Dans certains cas, si le personnage n'a plus le temps ou qu'il n'a pas recueilli toutes les informations, il devra faire des choix. Et voir si ce qu'il fait, c'est risqué ou pas. Ça peut être assez... Hop, je remets la musique. Assez logique un petit peu vis-à-vis de comment ça se fait en réalité. Donc voilà, on aura des idées de progression. Et je pense que du coup, ça sera bien parce que dans certains cas, on pourra mettre des valeurs qui seront élevées et où est-ce que ça sera... tu lances les dés en boucle, ou genre toutes les 5 minutes. Et une fois que c'est réalisé, voilà, ça va être vraiment... en combien de temps tu vas pouvoir réussir à accomplir une tâche. Autre encadré, donc d'autres pistes de réflexion qui seront à développer pour savoir comment intégrer ou non d'autres mécaniques et comment elles fonctionnent avec l'ensemble du système. On pourra penser notamment aux affections des personnages, poison, brûlure, hémorragie, etc., etc. Des traumatismes, des atouts, des avantages et des désavantages. Les atouts, les avantages et des désavantages, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les JDR aussi, pour donner un petit peu un côté point fort, point faible pour le perso. On va passer ensuite au système de combat.
Putain, il est déjà plus de 22 heures. Système de combat. Les statistiques et les actions en combat. On va voir un petit peu toutes les statistiques qu'il y a pour le personnage. On va voir les points de vie, qui représentent la santé du personnage. Le nombre de points de vie équivaut à résistance x 3. Vous avez réparti 5 points au total sur votre valeur de résistance. Genre, bon, là j'en ai 4. Là, j'ai 4 points en résistance, j'ai 12 points de vie. Et on a un système de palier, qui a un système Resident Evil, où est-ce que, par tiers, c'est pour ça qu'on multiplie la valeur par 3, par tiers, on va descendre d'un palier. À 3 tiers des PV, on est en statut OK. Rien de particulier, le personnage est en bonne santé, il est en possession de tous ses moyens. À 2 tiers des PV, on est en attention. Le personnage a reçu quelques blessures, mais est encore capable d'agir et de se déplacer normalement. 1 tiers des PV, il est en danger. Le personnage est gravement blessé, et agir ou se déplacer devient plus difficile pour lui. Lorsque le personnage tombe à 0, il ne meurt pas nécessairement, mais il tombe au moins en état mourant. À partir de ce moment-là, à chaque tour, le personnage perd 1 PV supplémentaire. Lorsqu'il atteint moins 1 tiers de ses PV, le personnage meurt obligatoirement. Donc là, par exemple, j'ai 4 en résistance, ça me fait 12 PV. À 12, je suis en statut OK. À 8, je suis en attention. À 4, je passe en danger. À 0, je suis mourant et je perds 1 PV à chaque tour. Donc il me faudra 4 tours avant de mourir. Et donc du coup, à moins 4, je crève. C'est simple. On a la même chose avec les points de choc, qui sont l'équivalent de la santé mentale. Calculé cette fois-ci avec les points de volonté. Je reprends le truc que j'ai au-dessus. Volonté, j'ai 7, 7 x 3, 21, j'ai 21 points de choc. Donc du coup, à 21, je suis en OK. À 14, je suis en stressé. Le personnage a été affecté par des événements qui l'ont déstabilisé, mais il est encore alerte et réactif. À 7, donc 1 tiers de mes points de choc, je suis angoissé. Votre personnage a clairement été perturbé mentalement et cela affecte ses décisions et son comportement. À 0, je passe en état catatonique et comme pour comme pour les points de vie, je perds à partir de ce moment-là 1 point de choc à chaque tour. Lorsque j'atteins moins 1 tiers de mes points de choc, donc là par exemple j'atteins moins 7, le personnage meurt ou devient irrécupérable, trop traumatisé pour pouvoir être joué. En sachant que, dans les deux cas, autant le système de palier que le nombre de points de vie que vous avez au total, et votre valeur de résistance ou de volonté, est quelque chose qui est important à prendre en compte, parce que, par exemple, à partir du moment où est-ce que vous êtes en mourant, meilleure est votre résistance, plus longtemps vous pouvez rester en état mourant avant de clamser. Et donc du coup, plus ça donne plus d'opportunités à pouvoir vous sauver par la suite. Dans les deux cas, le personnage a besoin d'être sauvé. C'est un compte à rebours qui se lance sur lui. Il y a aussi le fait que certains mobs vont faire des attaques redoutables en fonction de votre statut. Si vous êtes en attention ou en danger, par exemple, sur vos points de vie, il y a certains mobs qui vont avoir
des patterns et des attaques qui sont spéciales, qui vont vous one-shot. Et je pense que... Ouais. Si votre personnage, peu importe le nombre de dégâts qu'il prend, votre personnage tombera à 0 PV, mais il tombera pas en dessous, après cette attaque. C'est vraiment, il va être en statut mourant, et à partir de là, il va avoir un certain nombre de tours avant de mourir. Ça, je vais me noter. Je vais me le noter, je me le noterai après, quelque part. Autre valeur qu'on a, on a les points d'action et points de mouvement. Alors, à la base, j'utilisais points d'action et points de mouvement. Donc, qui permettent de savoir un petit peu quel type d'action peuvent faire un personnage durant un tour. Mais je pense que je vais garder que les points d'action et je vais augmenter au lieu d'être à un point d'action, un point de mouvement ou 2 points d'action. Je vais augmenter à 3, ça va donner un petit peu plus de possibilités et ça sera peut-être un petit peu moins compliqué. Le personnage dispose d'une base de 1P à 1PM à chaque round qui lui permettent d'agir. Chaque utilisation d'une arme, d'un objet, chaque action contextuelle, chaque déplacement pour changer, pour se replacer, se mettre à une certaine portée de ses adversaires et tout ça, demanderont donc des points d'action. On a la valeur de portée. La portée est quelque chose qui est très important parce que les armes à feu ont un système de portée effective. En gros, lorsque vous êtes à combat, si vous utilisez vos armes dans leur portée effective, vous ne lancez pas de dés. C'est si vous êtes en dehors de cette portée effective que vous lancez les dés. Vous avez par exemple un pistolet qui a une portée moyenne. Si vous êtes à une portée moyenne d'un ennemi, vous lui tirez automatiquement dessus. Il n'y a pas besoin de faire de jet de dés. Si vous êtes par contre en portée longue, à une longue distance de lui, ça touche auto en portée effective. Oui, ça touche auto en portée effective. Donc c'est un système où est-ce que, de base, tu lances pas de dés. C'est un peu pété. On verra ça un petit peu plus tard et on verra si c'est... On verra de toute manière le jour où est-ce qu'on testera ça si c'est pété. Les armes à feu ayant toutes une portée effective, il sera primordial de se placer de manière adéquate. On sait très bien qu'un fusil à pompe ne s'emploie pas de la même manière qu'un fusil de précision. On a la vitesse, quelque chose qui est encore à définir, qui permet de déterminer la mobilité du personnage. Dans l'idée, les personnages comme les créatures ont un score de mobilité. Si une créature a une plus forte vitesse que vous, il sera plus facile de vous atteindre et inversement. On a aussi un score de vulnérabilité, permet de déterminer, en gros, les risques pour un personnage de subir une attaque. Et dans le cadre de certains mobs et de certaines de leurs attaques, il faudra à tout prix éviter d'atteindre un certain palier de vulnérabilité. Mais ça c'est un gros truc sur lequel il faut que je réfléchisse. Maintenant, on va parler des armes à feu, puisque les armes à feu, c'est le point ultra central de NHL. On va voir un petit peu toutes les caractéristiques qu'il y a sur une arme à feu, et notamment vis-à-vis des trucs de portée et tout ça. Donc, les armes à feu ont les informations suivantes. Vous avez le nom et le type d'arme, qui vont vous permettre de savoir un petit peu quel va être le style de gameplay et tout ça. Par exemple, on a le Beretta M92F, qui est un pistolet. Et on reparlera des types d'armes à la fin. Chaque arme a une portée effective, permettant de savoir à partir de où et jusqu'à quelle distance elles peuvent être utilisées pour être efficaces. Précédemment, on avait une portée effective qui était chiffrée dans l'idée où je voulais avoir un système de cases. Oui, parce que à la base, j'avais un système de chiffrement
pour déterminer la portée. Genre, on avait une arme qui était portée 0 à 3, etc., etc. Maintenant, on utilise 4 qualificatifs. On va avoir courte, moyenne, longue et long plus. Sachant que long plus signifie que l'arme ne peut être utilisée qu'en longue distance. Si vous êtes à moyenne distance ou à courte distance, ça va être très compliqué d'utiliser l'arme. Et c'est généralement le cas des fusils sniper. Les dégâts. Les dégâts sont affichés par balle pour une seule et même arme, à l'exception d'armes comme les fusils à pompe et les armes explosives qui utilisent un système un petit peu différent. Les dégâts que font une arme sont augmentés en fonction de si vous tirez sur un point faible ou une zone protégée d'un ennemi. Et ça aussi, ça sera marqué directement. On aura à la fois la valeur de base de dégâts de l'arme par balle, et les dégâts sur zone protégée et zone faible. Chargeur et type de munition. Chaque arme possède un nombre limité de balles dans son chargeur avant de devoir être rechargé. Et de base, là, on va avoir deux tendances en fonction de ce que vous voulez jouer. Soit on décide que vous pouvez recharger votre arme à n'importe quel moment et vous ne perdez pas vos balles. Ce qui est le système Call of Duty, où est-ce que c'est pas réaliste, mais c'est comme ça. Soit on fait un système réaliste, et dans ce cas-là, si vous enlevez le chargeur de votre... de votre arme, vous devez le garder, sinon vous perdez les balles. Vous devez le garder sur vous. Ça dépend de comment on voudra y jouer. Les armes ont chacune un type de munition, genre 9 mm, calibre 12, 44 Magnum et tout ça, et il n'est pas possible d'en utiliser un autre type pour une seule et même arme. Si une arme est chambrée en 9 mm, vous ne pouvez pas utiliser d'autres balles que du 9 mm. C'est important à prendre en compte. Le rechargement d'une arme constitue un type d'action en combat qui sera noté sur la fiche. Et en fonction du type d'arme que vous utilisez, ça va demander plus ou moins de points d'action. Vous utilisez un pistolet, ça va vous demander un point d'action. Vous utilisez une mitrailleuse lourde avec un rechargement qui demande plus de 8 secondes. Bon, là, vous avez craqué au moins vos 3 PA. Et vous avez flingué votre tour à recharger. On a les valeurs de tir simple et de tir soutenu, ou plus rarement de sélection de tir. Toutes les armes, enfin, plusieurs armes, non, toutes les armes, pardon, je suis con, toutes les armes ont un tir simple, qui dépense un nombre fixe de munitions. Et certaines armes ont la possibilité aussi de faire un tir soutenu, moyennant un peu plus de PA, qui permettent de tirer plus de munitions, de faire un plus gros burst de dégâts. Et c'est le cas des armes automatiques et semi-automatiques. D'autres armes aussi ont un sélecteur de tir qui est un petit add-on, un petit effet qui est au niveau de l'arme, qui permet par exemple de tirer des rafales de 3 balles. Enfin, certaines armes demanderont obligatoirement, en plus de la dépense de PA pour pouvoir tirer une balle, un jet de précision. C'est le cas des fusils sniper. Donc les fusils sniper, vous êtes obligé de faire un jet de précision pour pouvoir tirer avec. Autre chose, et là c'est ce qui va permettre de mitiger aussi certaines autres balles, enfin certaines autres armes, c'est on a un système de perte. Dans le cas des armes semi-automatiques et automatiques. La perte traduit une chance de tirer des munitions dans le vide exprimée en pourcentage par balle, et se calculant sur un dessin. La perte risque d'être d'autant plus importante sur un tir soutenu.
Donc, admettons, j'ai une arme. Une mitraillette, arme automatique, qui va tirer, par exemple, en tir simple, une rafale de 3 balles. Je lance un dessin, et tous les 40%, je perds une balle. Donc si je fais en dessous de 40, je perds rien. Entre 40 et 79, je perds une balle. Et au-delà de 80, je perds 2 balles, sur les 3 que j'ai tirés. C'est la faiblesse des armes automatiques. Armes automatiques, semi-automatiques. Tout comme le fusil sniper, sa faiblesse, c'est demande un tir de précision utilisable qu'en longue distance. Le fusil à pompe, ses points faibles, c'est temps de rechargement long, dégâts accrus en courte distance et très affaibli en longue distance. Point faible d'une mitrailleuse lourde, grosse perte au niveau des balles, temps de rechargement incroyablement long. Chaque type d'arme a son gameplay et dans chacune on va avoir des armes qui sont un petit peu différentes et tout ça. On a les effets. Certaines armes ont un ou plusieurs effets naturels. À vous d'en prendre connaissance pour en tirer leur meilleure partie. On va avoir des effets comme coup critique, sélecteur de tir ou silencieux, par exemple. Amélioration. Les armes ont des slots d'équipement et d'amélioration qui vous permettent de les customiser afin d'améliorer leurs stats. Le nombre de slots disponibles varie d'une arme à l'autre et peuvent constituer des avantages ou des inconvénients intrinsèques au type d'arme. Dernier point de gameplay. Si votre personnage décide d'utiliser une arme en dehors de sa portée effective ou de cibler une zone en particulier sur un ennemi, comme un point faible, on lui demandera toujours un jet de précision. Donc, vous tirez automatiquement avec votre arme sans faire de lancer de dés que si vous tirez dans le tas, donc que vous ne ciblez pas un point en particulier, et que si vous êtes dans sa portée effective. Au-delà, vous faites obligatoirement un jet de précision. Je pense que ça peut être correct. Je sais pas ce que tu en penses, Newtech. Pourquoi pas, oui. Ok. On va terminer sur cette... faudra éviter d'oublier ces détails. Oui. C'est pour ça, mais comme c'est vraiment les armes à feu qui font tout le gameplay, au bout d'un moment, je pense que tu intègres beaucoup mieux ça que d'autres systèmes. Enfin, je pense. Après, c'est à tester. Dernières idées pour conclure. Et on conclura aussi par les types d'armes. T'as pas également la partie recherche qui fait tout le gameplay? Si, mais ça c'est en hors combat. Là, je te parle en termes de combat. Parce que là, j'ai vraiment bossé que sur le système de base et un petit peu sur le combat et les armes à feu. On est encore un peu au début de la création du truc. Hein. Là, je vais me rouler une autre clope. Hein. Du coup, dernières idées.
Petit 1, les créatures. Il existe dans NHL un grand nombre de créatures qui sont rattachées à l'action d'un pathogène, ce qu'on disait au début, ce qui constitue de base un scénario à chaque fois. À ce titre, nous avons aussi des mobs spéciaux, des mini-boss, des boss, etc., etc. L'idée, bien sûr, est de proposer moult contextes différents via un bestiaire riche et varié. En pagaille, voici quelques points qui constitueront leur gameplay. On va avoir la dénomination de la créature, donc chaque type de créature a un nom. Des qualificatifs, qui sont des adjectifs qui permettent de catégoriser le type de créature qui va servir de première ligne d'information. En fonction du qualificatif qu'on a, ça va nous donner un petit peu une indication sur quelques types de stratégies qu'on peut avoir vis-à-vis d'un mob. On a un qualificatif, par exemple, sentient, qui sont pour des créatures ou des ennemis qui sont dotés d'une certaine intelligence et d'une certaine capacité émotionnelle, et sur lesquels, par conséquent, on pourra utiliser le social comme méthode alternative pour les affronter. C'est le cas, par exemple, si vous affrontez d'autres humains. Les humains sont sentients, donc on peut utiliser le social pour les affronter. Les créatures les ennemis auront aussi des statistiques, points de vie notamment, et plus rarement, points de choc. On va avoir des patterns et des conditions d'attaque qui vont être notés. Des effets additionnels qui sont appliqués sur certaines attaques, certains événements et certaines conditions pour pouvoir produire divers effets, que ce soit sur les joueurs ou sur l'environnement. On va avoir des conseils qui vont être notés. Après avoir fait des observations suffisantes, les joueurs pourront débloquer des informations utiles, comme des résumés des créatures, qui pourront leur servir par la suite s'ils sont amenés à les recroiser. L'idée de ce système est de valoriser l'observation et la prise d'informations, à la manière d'un jeu comme Lobotomy Corporation. Ces informations pourront aussi potentiellement être réutilisées sur d'autres scénars dans un principe de transversalité. Voilà. Hop. Alors, deuxième petit point, la fuite est une option. Je vais prévoir le jeu pour être quand même assez difficile. Et suivant les situations, les joueurs auront la possibilité ou non d'engager le combat. Pour respecter un petit peu le principe du survival horror. Faut jauger entre combat et fuite. Contexte des scénarios. Outre le pathogène, un scénario pourra comprendre divers éléments contextuels évoluant au fur et à mesure suivant ou non les actions des joueurs. Nous aurons la possibilité de prendre des chemins alternatifs, étant donné qu'un scénario se découpe en plusieurs niveaux. On aura la possibilité d'étudier la situation d'une zone par le biais de paramètres comme un indice de menace. Petit 4. Quelques éléments en pagaille. En hors combat, on aura accès à des safe zones, des magasins, système de monnaie de troc, et peut-être des objectifs annexes. Voilà pour les petites informations, et on termine sur les types d'armes, et on aura bouclé en gros tout ce qui concerne NHL pour le moment. Je crois que j'ai pas loin d'une vingtaine de types d'armes différentes. Les voici. On a les pistolets, armes de poing classiques et polyvalentes, semi-automatiques, globalement équilibrées. Elles infligent peu de dégâts, mais peuvent avoir de nombreuses améliorations. La majorité des pistolets sont chambrés en 9 mm. Pistolets de gros calibre. Version un peu plus puissante des pistolets, mais avec des chargeurs plus réduits. Polyvalents eux aussi, reste à savoir si vous privilégiez les dégâts par balle ou la capacité de munitions, chambrés en 45 ACP. Pistolet mitrailleur, version automatique des pistolets, arme avec haute cadence de tir, plus orientée sur du support ou de la gestion de groupe. Niveau dégâts par balle, ce sont
les armes les plus faibles, elles peuvent aussi avoir beaucoup d'améliorations et elles sont généralement chambrées en 9 mm. Les mitraillettes. Armes automatiques un peu plus puissantes et grosses que les pistolets mitrailleurs. C'est l'équivalent en gros en automatique des pistolets de gros calibre. Chambrés en 45 ACP. On a les fusils d'assaut qui sont des armes automatiques d'épaule utilisant des munitions perforantes plus efficaces contre les armures. Un bon compromis entre cadence, taille de chargeur et dégâts. Les fusils d'assaut sont aussi plus efficaces sur de longues distances, mais leur type de munition est un peu plus rare, étant chambré en 5,56. Mitrailleuse lourde, version extrême du fusil d'assaut avec la plus grosse capacité de munition de toutes les armes et des dégâts accrus, mais plus difficile à manier et avec des temps de rechargement très longs. Utilise un calibre de 7,62. Fusil semi-automatique, arme d'épaule plus puissant qu'un fusil d'assaut, mais avec une cadence de tir moins élevée, qui sont utilisés plus pour du tir ponctuel. Chambré en 7,62. Fusil sniper, des armes d'épaule très puissantes qui utilisent une lunette et qui infligent des dégâts critiques sur les points faibles. Néanmoins, utilisable qu'à longue distance et n'ayant pas de tir soutenu, chambré en 7,62. Fusil antimatériel, version encore plus puissante des fusils sniper, eux aussi équipés de lunettes, donc utilisables qu'à longue distance. Capacité de chargeur limitée, recul puissant, munitions rares, vu qu'ils sont chambrés en 12,7. Fusil à pompe, arme de courte portée, infligeant de gros dégâts en close combat. La munition est dispersive, pouvant toucher plusieurs ennemis à la fois avec des dégâts réduits. Tir simple uniquement, temps de rechargement proportionnel au nombre de cartouches que souhaite mettre le joueur. Utilise des cartouches de type calibre 12. Fusil de combat, c'est la version semi-automatique des fusils à pompe, un petit peu moins puissant mais pouvant utiliser le tir soutenu. Certains ont un chargeur différent qui permet de les recharger plus rapidement, utilise des cartouches de calibre 12. Fusil de chasse, fusil ayant souvent deux canons, infligeant de bien meilleurs dégâts que les fusils à pompe et pouvant être utilisés à la fois en tir simple comme en tir soutenu. Mais ayant la plus faible capacité de munition de toutes les armes, vu qu'il y a généralement que 2 cartouches qu'on peut mettre à chaque fois, rechargement manuel, et des munitions qui sont différentes des autres fusils à pompe, vu que ça utilise le calibre 10. Magnum semi-automatique, arme de poing de très gros calibre, infligeant d'énormes dégâts, mais ayant un gros recul pour compenser. Petit chargeur, type simple uniquement. Chambré en 44 Magnum. Les revolvers, armes de poing à barillet, de puissance variable suivant le calibre. Ils utilisent deux calibres, 45 ACP et 44 Magnum. 45 ACP, moins puissant, mais pouvant utiliser le tir soutenu. 44 Magnum, plus puissant, mais sans tir soutenu. Et tous ont un rechargement manuel, donc qui est assez long. Lance-grenade. Arme lançant des projectiles explosifs avec des chargeurs allant de 1 à 6, puissant avec une large zone d'effet, peut néanmoins blesser son utilisateur ou ses alliés. Utilise des grenades de 40 mm. Je sais pas si j'ai raté ça, mais ayant un peu raté, il y aura un système d'inventaire avec de l'importance dans ton jeu, genre munitions limitées, armes limitées, tout ça. Oui, alors, faut voir un petit peu comment je fais ça. Est-ce que je fais un attaché case à la style Resident Evil 4 ou à la style premier Resident Evil? Est-ce que je fais ça de manière différente et tout? Je sais pas. Mais oui, il y aura un système d'inventaire. Munitions limitées, armes limitées, armes limitées par la capacité de ton truc, ou peut-être par un système d'encombrement. Je sais pas encore à ce niveau. Je dirais de le faire au plus simple façon Signalis. Bah oui, hein, mais de toute manière, c'est le système des premiers Resident Evil en gros. Pour pas se faire chier.
Faut que je vois. Parce que c'est... on va avoir quand même plus côté action horror que survival horror au final. Donc le système d'inventaire va être important. Pour voir comment on le fait. Je termine juste sur les types d'armes. Il nous en reste que 3. On a les lance-roquettes qui sont des armes encombrantes et explosives. Qui ont la meilleure puissance de toutes les armes confondues. La plupart ne peuvent tirer qu'une seule roquette, donc se rechargent avec les roquettes, c'est logique, et avec un rayon d'explosion plus grand que les lance-grenades. On a les armes qui sont classées en autres, qui sont des armes exotiques, avec une utilisation particulière et avec des munitions spéciales au cas par cas. Et dedans, nous avons par exemple les arcs et les arbalètes. Et on a enfin les armes de mêlée, qui peuvent être des armes tranchantes, contendantes, etc., etc. Et on en reparlera une prochaine fois quand j'aurai planché sur le système des armes au corps à corps, qui sera beaucoup plus simple que les armes de mêlée, que les armes de distance, et notamment les armes à feu. Voilà du coup pour ça. Ouais, beaucoup d'armes avec des petites spécificités, avec des trucs qui vont être pas mal. Ça va me demander, mais beaucoup de taf pour tout faire. Je sais pas si je vais si je vais en faire autant à chaque fois. Hein. Faudrait pas que ça soit redondant. Donc il y a des trucs, il y a des armes que je vais probablement supprimer. Et le cas échéant, si jamais, ça sera en DLC. Parce que je sais plus combien j'en avais mis là au total. Je crois qu'on a un truc dans le style 250 armes différentes. Autre point que j'ai pas suivi, tu parles de lobotomie Resident Evil, il y a du paranormal dans ton univers? Alors, il y a pas de paranormal dans le sens où est-ce qu'on l'entend. Il y a pas de paranormal tout court. Hein. Si jamais vous voyez du paranormal, c'est du ressort de l'hallucination. C'est pas autre chose. Mais j'ai parlé de lobotomie dans le sens où est-ce que on va récupérer des informations sur les mobs et on va les débloquer au fur et à mesure. Et notamment, dans ces informations, on va avoir des conseils. Des notes d'observation. Là, honnêtement, vis-à-vis de tout ça, je me mets juste, hein, genre, OK sur le système de PA. Les quelques caracs enfin, les quelques stats qu'il y a, je fais quelques cartes d'armes et quelques cartes de mob. Et éventuellement, peut-être les compétences. Et là, déjà, on a une bonne base pour pouvoir jouer au jeu. Il manque pas grand-chose.
Ouais, donc plusieurs mois pour finir, quoi. Bah, j'ai pour objectif d'avoir un bon prototype avant qu'on passe en 2023. Et en vrai, ça va, hein. Même déjà, là, de base, je peux faire jouer sur ce JDR, même si ça sera principalement à l'impro, mais je peux y faire jouer dessus, sans problème. Même si on est arbitraire vis-à-vis des mobs et des armes, on a au moins le système de... on a quand même le système de combat et on a le système de carac qui est bon. Et les PV et tout ça. Je disais ça pour Vanu. Oui, mais je sais. Je sais, je sais. Par contre, faire l'ensemble des armes, l'ensemble des scénarios, l'ensemble des bestiaires et tout ça, ça va être long. Ça va être très très long. Mais déjà, ça sera plus facile à faire à partir du moment où est-ce qu'on aura les tout ce qui est système de PA, comment mettre les états sur les personnages, comment mettre éventuellement les bonus et les malus. La vulnérabilité, c'est important. Il y a aussi, oui, il y a une autre valeur aussi que j'ai en tête, que je vois comment le mettre en place. C'est un système d'alerte. Permet de savoir si il y a un mob qui te repère ou pas. Faut que je vois. Putain, c'est 23h. En vrai, quand même passer pas mal de temps pour expliquer tout ça. On... Tu vas arrêter? Ouais, je vais arrêter là. On refera un autre live à un autre moment pour parler de Nova Genesis cette fois-ci. Parce que si là je parle de Nova Genesis et que je parle de tout ce qu'il y a dessus en sachant que c'est encore plus touffu que No Upleft, je vais me coucher à 3h du mat et j'ai pas envie de flinguer mon rythme de sommeil. Pour une fois que j'en ai un. Donc ouais, je vais m'arrêter là. Ça aura fait un live de 2 heures. Hein. C'est coolos. Pardon. Puis faudra sur d'autres lives comme ça que parce que là on passe là je passe beaucoup de temps à expliquer comment ça se joue, mais une fois que tout sera expliqué en fait, on fera juste des petites updates, des petits trucs genre un peu de taf en live et tout ça. On mettra beaucoup moins de temps et on se centrera plus à éventuellement répondre à des questions
Ou essayer peut-être d'aider des gens s'ils ont des projets. Genre toi, par exemple. Oh, en faisant de la discussion sur Discord et tout ça, quoi. Je suis claqué. Oh, je commence à bailler comme un connard. On va s'arrêter là, hein, du coup. Merci aux gens qui ont suivi ce live. Hein. J'espère que ça vous a plu. Un minimum. Et puis on se dit à une prochaine. Peut-être on va refaire du live demain soir ou après-demain soir, à voir, en fonction de ma motivation. Voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on va voir pour une fois, on va peut-être faire un raid sur une chaîne. Histoire de voir un petit peu si on peut pas aider quelqu'un. On a qui est co actuellement là. On a Limi, Armigraph, Tomahawk, un des jeux, Zulu 25. On va faire quelqu'un qu'on n'a pas encore fait. Retour de Black Mesa, Postmiam plus React, il est en Just Chatting. Lui il est sur LoL. Oh là. Au secours. Hein. Voyons. Peut-être Lilith, tiens. Comme ça, je crois que c'est la première fois qu'on va aller la voir. Du coup, Lilith STH, hein, qui est en Just Chatting. On va aller lui faire un petit coucou. Bon, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi le live. Hein. Merci d'avoir participé. Merci Newtech à toi d'être venu. Merci Siderov. Merci chez Choupi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao, bonsoir.